Alors, bienvenue tout le monde à cet Informagro au niveau de l'éco-conception de produits d'emballage alimentaire qui nous est présenté aujourd'hui par le groupe AGECO. Donc, merci d'être présent. J'espère que vous allez trouver ce contenu-là pertinent, surtout intéressant. Juste pour vous rappeler que les webinaires Informagro sont une collaboration des créneaux bioalimentaires du Québec, donc créneau d'excellence agro-boréal, le créneau d'excellence aliment santé, le créneau acéricole ainsi que le créneau transformation. Pour rappel, le créneau d'excellence agroboréale, notre mission est de favoriser les collaborations et l'innovation pour le développement des entreprises et des filières agroalimentaires boréales et durables. Vous avez nos coordonnées, n'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez obtenir du soutien dans vos projets ou encore devenir membre chez nous et bénéficier de nos différents services pour nos membres. Donc, j'arrête mon partage et j'invite maintenant Elsa à pouvoir à ouvrir sa caméra puis pouvoir commencer à vous partager aujourd'hui le contenu de ce webinaire qui devrait être fort instructif. La parole est à toi, Elsa. Merci Isabelle. Je vais partager mon écran. Voilà. Juste me faire un signe de la main, Isabelle, que vous voyez bien l'écran. Ça s'en vient. Pour le moment, je ne vois rien. Je ne sais pas si les autres voient. On sait bien. Comment? Vous voyez bien? Oui. Ah, c'est peut-être juste le mien là, qui est buggé. Excellent. Je vais y aller avec mon petit pointeur ici. Donc oui, merci beaucoup de l'invitation à présenter aujourd'hui. Je suis contente d'être avec vous et j'espère que vous trouverez le contenu du webinaire pertinent. Donc, je me présente Elsa, je suis conseillère au groupe AGECO, donc que j'ai joint il y a maintenant 6 ans. Et j'ai un parcours en génie chimique et industriel. Depuis que j'ai joint le groupe AGECO, je me suis spécialisée en éco-conception de produits et d'emballage, donc ce qui m'amène à vous faire cette présentation aujourd'hui. Puis quelques mots sur le groupe AGECO pour ceux qui ne nous connaissent pas nécessairement. On est une firme de consultants actifs dans les domaines du développement durable, de la responsabilité des organisations et des entreprises, et plus particulièrement dans le secteur de l'économie agroalimentaire. Donc, on a une équipe très diverse de professionnels compétents. Donc, on a des ingénieurs, des agroéconomistes et on réalise des projets tant au Québec qu'au Canada et à l'international. Et comme je le mentionnais, on a une expertise plus pointue en agroalimentaire. On offre une diversité de services. Aujourd'hui, on regarde particulièrement l'analyse du cycle de vie et l'éco-conception de produits et d'emballages. Donc voilà, le focus va être sur ces 2 thématiques-là plus particulièrement. L'objectif du webinaire, c'est de vous familiariser avec l'approche cycle de vie. Peut-être que certains d'entre vous êtes déjà familiers avec cette approche. Peut-être que vous avez des démarches beaucoup plus abouties. Peut-être qu'il y a des personnes qui s'y connaissent moins. Donc, l'idée, ça va être de vous donner certains exemples d'application de l'approche cycle de vie, de l'éco-conception, et peut-être vous inspirer, en tout cas, j'espère vous inspirer à emboîter le pas à travers des exemples concrets d'entreprises qui ont réalisé ces démarches-là. Aussi, une petite note aux participants, le contenu du webinaire va être diffusé sur la plateforme Informagro. Par souci d'équité et de respect de notre travail, je vous inviterai, s'il vous plaît, à ne pas réutiliser le contenu sans nous en demander l'autorisation. Donc, ça va être très apprécié parce que c'est vraiment le fruit de toute la réflexion et notre travail des dernières années. On va commencer avec l'approche cycle de vie et l'éco-conception. Avant de commencer, je vous lancerai peut-être une question à réfléchir en 5 secondes dans votre tête. Donc, est-ce que vous êtes déjà demandé ce qui était meilleur d'un point de vue environnemental entre le papier ou le plastique? Donc, vous êtes à l'épicerie, est-ce que vous vous êtes demandé quelle option est la meilleure d'un point de vue environnemental? Puis, on est souvent partagé dans les bénéfices et les inconvénients de chacun. Puis comme vous savez, on entend beaucoup parler du plastique comme étant le méchant, donc tout le discours anti-plastique. Mais on sait bien que le plastique, il est plus léger dans certains cas et possède d'excellentes caractéristiques de conservation de produits, surtout dans le secteur agroalimentaire. Puis les enjeux qui sont liés au plastique sont son recyclage, puis par exemple la fuite de microplastiques dans les océans. Le papier, lui, de son côté, est plus facilement recyclable
mais il provient de forêts qui peuvent être surexploitées. Donc, la décision, la conclusion est difficile à faire, puis la réponse, c'est que ça dépend. Donc, au lieu de faire une conclusion en se basant sur certains attributs environnementaux seulement, ce qu'on recommande, c'est de réaliser une analyse du cycle de vie, ou ce qu'on va appeler ACV, qui est une approche qui permet d'évaluer la performance environnementale d'un produit, d'un emballage, d'un service, avec une approche beaucoup plus globale et holistique. Puis d'autres questions qu'on peut se poser aussi, c'est est-ce qu'on souhaite acheter un produit bio ou pas? Est-ce qu'on achète un produit en vrac ou emballé? Donc, il y a beaucoup d'attributs environnementaux qui se multiplient dans les dernières années, puis ça devient vraiment difficile de s'y retrouver. Et donc, c'est là que devient pertinent puis important l'approche cycle de vie, parce que ça nous permet, comme je le disais, de nous donner une vision plus globale, holistique de la performance environnementale sans se limiter à un ou deux attributs environnementaux. Et donc, quand on parle d'approche holistique, qu'est-ce que ça veut dire aussi? C'est une approche qui évite les déplacements de pollution et qui permet d'identifier les vrais leviers. C'est une approche qui nous permet de prioriser en connaissance de cause et en se basant sur des données qui sont rigoureuses. Donc, c'est une approche qui nous permet de prendre des décisions éclairées, puis un peu de venir démystifier les fausses bonnes idées. Et donc, voilà, ici, on a l'exemple du véhicule électrique, peut-être que vous connaissez déjà. On dit souvent que la voiture électrique a zéro émission, mais il faut faire attention parce que ça dépend directement du contexte, de son contexte d'utilisation. Donc, est-ce qu'on est au Québec où l'électricité provient de l'hydro, ou est-ce qu'on est dans une autre province au Canada ou ailleurs où l'énergie, l'électricité qui est générée est moins sobre en carbone? Et donc ici, peut-être visuellement, vous montrer un peu ce qu'on veut dire par approche holistique. Quand on parle d'étapes du cycle de vie qui sont couvertes par l'approche cycle de vie, si on a ici les étapes du cycle de vie puis les indicateurs environnementaux, si on évalue un seul indicateur, par exemple, on pourrait décider d'évaluer simplement l'empreinte carbone, ce qu'on fait le plus souvent pour commencer. On pourrait aussi décider de regarder une seule étape du cycle de vie. Donc, par exemple, pour une entreprise de transformation alimentaire, simplement regarder l'énergie puis les émissions liées à l'étape de transformation à l'usine. Quand on parle d'une analyse du cycle de vie, c'est qu'on a une évaluation beaucoup plus complète, où on va regarder toutes les étapes du cycle de vie sur différents indicateurs environnementaux. Et ce que je veux dire par ça, c'est qu'on va regarder, par exemple, dans les secteurs agroalimentaires, les étapes allant de la production de la matière première, la transformation, l'emballage et la distribution, la consommation et la fin de vie. Et on peut tenter de comprendre l'impact de ce cycle de vie-là sur différents indicateurs, que ce soit l'empreinte carbone, donc les émissions de gaz à effet de serre, la consommation d'eau, l'utilisation des terres agricoles ou plusieurs autres indicateurs qui peuvent être pertinents. Ceux-ci sont les trois principaux qui sont d'habitude évalués dans le secteur agroalimentaire. Il faut aussi noter que l'analyse du cycle de vie, c'est une approche qui est encadrée par des normes et donc c'est une approche vraiment rigoureuse qui permet de soutenir la prise de décision d'affaires. Des exemples des étapes du cycle de vie, ça pourrait être la production laitière, la production porcine, la production de grains. Si on parle d'un emballage, la production de résine de plastique, la production de papier. La transformation alimentaire, donc les étapes liées à la consommation d'énergie dans les usines pour la production de fromage, la transformation de viande de porc, le pain, le jus ou autre. On a l'étape d'emballage et de distribution, la consommation. Donc, on peut décider de venir évaluer la consommation d'énergie liée à la réfrigération de mon produit ou les impacts liés au gaspillage alimentaire. Et finalement, le recyclage des emballages, le compostage des restes de table ou l'enfouissement de l'emballage dans certains cas. Pourquoi est-ce que c'est important de réaliser des analyses du cycle de vie? Ici, je ne vous apprends rien de nouveau, mais c'est parce qu'il y a une préoccupation mondiale entourant les changements climatiques. Ça fait longtemps qu'on évalue les changements climatiques avec plus de 30 ans de rapports d'experts. Et le dernier rapport d'experts affirmait qu'il fallait vraiment réduire dès maintenant pour respecter les objectifs de Paris, donc pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré par rapport à l'ère pré-industrielle.
Et donc, on parle de changement climatique, mais on parle de beaucoup d'autres enjeux comme la fuite des microplastiques dans l'environnement, les enjeux de biodiversité et autres. Et donc, c'est bien beau d'en parler de manière plus générale, mais près de nous, qu'est-ce que cela signifie? Ça a pour conséquence des événements extrêmes qui deviennent de plus en plus fréquents. Et on a vu au Québec, puis ailleurs au Canada, une diversité d'événements qui ont des impacts directs sur le prix des aliments, puis la chaîne de valeur agroalimentaire de manière plus globale. Pourquoi c'est important? C'est parce qu'il y a aussi des pressions qui viennent de partout et de plus en plus de chaque maillon de la chaîne de valeur. Les préoccupations qui n'étaient pas nécessairement autour de la table il y a une quinzaine d'années le sont aujourd'hui et on voit que les exigences se resserrent. Donc, il y a de plus en plus de questionnaires, par exemple, qui sont soumis par certains de vos clients pour lesquels vous allez devoir répondre, de la reddition de comptes. Donc, il va falloir aller au-delà de la conformité réglementaire pour s'adapter dans ce monde qui est en transformation. Puis un exemple ici, c'est des détaillants qui s'engagent auprès de leurs consommateurs et qui questionnent leurs fournisseurs. Donc, plusieurs détaillants tels que Métro qui ont des politiques, que ce soit d'achat local ou des politiques de gestion des emballages et imprimés, des engagements en termes de carboneutralité. Et donc, ici, on a des exemples de Sobeys puis de Loblaws. Donc, de plus en plus, il va falloir s'adapter pour mieux tenir en compte puis mieux intégrer certains aspects qui risquent d'être demandés par plusieurs parties prenantes. Donc, on a parlé d'analyse du cycle de vie, puis comme je le mentionnais tantôt, si on parle de politique de gestion des emballages et imprimés, Métro va encourager ses fournisseurs à mettre en place des démarches d'éco-conception. Et donc, quand on parle d'éco-conception, qu'est-ce que ça veut dire? En gros, faire de l'éco-conception, ça veut dire se demander à chacune des étapes de développement d'un produit, d'un emballage, une question qui est simple mais qui est importante, c'est comment est-ce que je peux réduire les impacts environnementaux de mon produit, surtout son cycle de vie. Donc, on commence toujours par définir les caractéristiques du produit ou de service, puis une question importante va être de se demander quelle est la fonction de mon produit ou de mon emballage. Si je parle d'un emballage, est-ce que, bien sûr, ça va être de conserver mon produit, le protéger, ça va être de faciliter la manutention pour le transport, vendre et promouvoir que mon emballage soit attrayant pour le consommateur, puis que l'expérience utilisateur soit facilitée. Ensuite, une fois que les caractéristiques de mon produit sont définies, ça va être d'explorer des stratégies d'éco-conception. On y reviendra dans pas long. Une fois les stratégies d'éco-conception identifiées, ça va être le temps de réaliser une analyse du cycle de vie des solutions identifiées pour voir est-ce que certaines initiatives ont un impact environnemental plus faible, est-ce qu'il y a des fausses bonnes solutions qu'on pourrait venir démystifier. Donc, ça va nous permettre d'avoir une meilleure compréhension globale de l'empreinte de la performance environnementale liée à ces stratégies qu'on souhaite mettre en place. Ensuite, ça va être de comparer les solutions au-delà simplement de l'empreinte environnementale. Ça va être d'intégrer d'autres critères tels que les coûts, des aspects sociaux. Puis ensuite, ça sera de communiquer, puis de communiquer la démarche d'éco-conception auprès des parties prenantes, comme par exemple le consommateur. Aussi, ce qui est difficile avec l'utilisation de l'analyse du cycle de vie en éco-conception, c'est que dans les étapes de développement d'un produit, si on souhaite réaliser une analyse du cycle de vie, on va avoir besoin de données qui sont précises et fiables, ce qui n'est pas nécessairement le cas quand on est dans des étapes assez préliminaires de conception. On n'a pas nécessairement des données exactes. Et plus on avance dans le processus de conception, plus on a des données, puis notre produit se précise, mais moins on a la possibilité d'amener certaines améliorations. Donc, comment est-ce qu'on vient puis qu'on sort de ce paradoxe-là? On l'appelle le paradoxe de l'éco-conception. C'est de réaliser des analyses du cycle de vie de manière itérative. Donc, sans nécessairement que ce soit une analyse du cycle de vie avec des données parfaites. Donc, on va commencer avec une analyse du cycle de vie simplifiée. Puis, au fur et à mesure qu'on avance dans le processus, on va pouvoir la détailler en y intégrant des données plus précises. Et pourquoi est-ce que c'est important d'éco-concevoir? Parce qu'on estime que 80% des impacts environnementaux et 70% des coûts des produits et services peuvent être déterminés au courant du processus de conception.
Ici, quelques exemples de stratégies d'éco-conception. Quand on parle, donc il y a trois en fait thématiques. La première, c'est s'approvisionner en ingrédients et en matériaux responsables. Donc, des questions qu'on peut se poser pour entamer une démarche d'éco-conception, c'est par exemple, est-ce que les ingrédients et les matériaux qui sont utilisés sont certifiés ou est-ce qu'ils ont été évalués à travers une étude, une analyse du cycle de vie existante? Si on parle d'un emballage, quel est le contenu recyclé maximum possible? Étant donné les réglementations, par exemple, liées au côté sanitaire pour l'agro. Est-ce qu'il existe un fournisseur local pour la même alternative d'ingrédients ou de matériaux? Ensuite, une autre thématique importante, donc une autre stratégie d'éco-conception est liée à donc la conception même de mon produit ou de mon emballage. Donc, par exemple, est-ce que l'emballage remplit correctement sa fonction? Est-ce que le volume, le poids de l'emballage sont optimisés par rapport au produit qui est contenu dans cet emballage? Est-ce que la conception de l'emballage est optimisée pour le transport? Est-ce que l'expérience utilisateur peut être améliorée? Est-ce que je peux allonger la durée de vie de mon produit pour éviter le gaspillage alimentaire? Et à l'étape de fabrication de mon produit ou de mon emballage, est-ce que l'utilisation des ressources peut être optimisée? Donc, par exemple, en réduisant les pertes lors de la production, valoriser les pertes ou les ou sous-produits, la réduction de la consommation d'énergie, l'utilisation d'alternatives d'énergie, donc à faible impact. Et finalement, une troisième thématique ou stratégie plus globale d'éco-conception, c'est de réfléchir à la fin de vie de mon produit et de mon emballage. Donc, c'est de faciliter la récupération et le recyclage en fin de vie. Puis les questions à se poser, c'est est-ce qu'on a consulté les acteurs en fin de vie, les acteurs de la filière de gestion en fin de vie, pour mieux comprendre l'impact, par exemple, de mon emballage en fin de vie? Est-ce que cet emballage est récupéré? Est-ce qu'il est facilement récupérable? Est-ce que les instructions de tri sur mon emballage sont claires pour que le geste du consommateur soit facilité? Et finalement, est-ce que l'emballage est réutilisable ou est-ce qu'il est recyclable? Ici, pardon, c'est quelques exemples de stratégies d'éco-conception d'emballage. C'est un exemple fictif, donc il faut faire attention. Ce ne sont pas des résultats réels, puis l'intention n'est pas de présenter des tendances générales. Il demeure nécessaire de réaliser une analyse du cycle de vie pour valider lesquelles des initiatives ont le plus grand potentiel de réduire l'impact environnemental de son produit ou de son emballage. Donc, plusieurs exemples, remplacement d'ingrédients ou de matériaux, augmentation de contenu recyclé, réduction des pertes, etc. Et donc, ce genre d'analyse permet de voir par rapport à mon scénario actuel, ma situation en date d'aujourd'hui, quelle action peut venir avoir le plus grand potentiel de réduire mon impact sur l'environnement ou de réduire, dans ce cas ici, on parle de mon empreinte carbone. Plus concrètement, ici, un exemple d'une entreprise qui a entamé une démarche d'éco-conception. Il y a plusieurs exemples sur le site de Éco-entreprise Québec que vous connaissez peut-être tous. Puis c'est l'exemple de la chocolaterie des Pères Trappistes. Il y a quelques années, ils ont entamé une démarche d'éco-conception pour revoir leur emballage. Et donc, ça, c'était l'emballage avant optimisation, l'emballage après. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont réduit l'épaisseur de la boîte. Ils ont supprimé un deuxième couvert qui servait à transmettre un message un peu marketing de la chocolaterie. Et ils ont supprimé la fenêtre de plastique qui venait perturber un peu la recyclabilité de l'emballage, comme il y avait plusieurs matières. On avait et le carton et le plastique. Donc, ils sont allés vers du monomatière ici. Ils ont réalisé ces initiatives d'éco-conception et en réalisant cet exercice, ça leur a permis de réduire la quantité de matériaux utilisés et par conséquent certains coûts et entre autres aussi de réduire les émissions de gaz à effet de serre de par ces optimisations. Un autre exemple ici, c'est celui de Métro pour les croustilles. Donc, Métro, ce que Métro a fait pour cette initiative-là, c'est qu'ils ont réduit le poids de la caisse de transport, donc l'emballage secondaire, et ils ont amélioré donc le nombre de sacs de chips qui entraient dans chaque boîte de carton et aussi le nombre de caisses qui étaient transportées et donc mises sur une palette pour le transport.
D'autres exemples ici, aussi issus du site web de Éco-entreprise Québec. Donc, on a l'exemple de ce yaourt ici. Donc, on a un allègement de la bouteille qui a été réalisé par rapport à l'emballage avant. On a ici les laitues Mirabelle, donc maintenant qui s'appelle Genve, si je ne me trompe pas. Ce qu'ils ont réalisé comme changement, c'est qu'ils ont utilisé du PET recyclé, ils ont diminué la masse de l'emballage pour la même quantité de produits qui étaient vendus. Ils ont entamé un dialogue avec leurs fournisseurs et avec leurs consommateurs pour les sensibiliser sur les initiatives qui avaient été mises en place. Puis finalement, ici, l'exemple de Liberté, donc ce qui a été réalisé, c'est le changement de couleur du bouchon. Ici, qui est noir, qui peut venir perturber un peu le recyclage de cet emballage. Donc, en choisissant un couvercle, pardon, qui était blanc. Puis l'enjeu ici, il y avait une peur ou une crainte que la couleur vienne affecter la qualité du produit, étant donné qu'avant, c'était noir, donc c'était opaque, puis ça permettait de bien conserver. Donc, tout ça, ce sont des exemples concrets d'entreprises qui ont réalisé des démarches d'éco-conception, puis ce qui a permis de réduire, dans certains cas, l'impact environnemental, puis des coûts. Ici, un autre exemple, mais plus du côté manufacturier d'emballage, donc de Cascade, qui propose une barquette de PET recyclé. Donc, c'est un exemple de résultat d'une analyse du cycle de vie. On voit le PETE vierge, le PETE recyclé, et on a ici l'empreinte carbone, donc les émissions de gaz à effet de serre présentées selon les différentes étapes du cycle de vie des deux emballages. Et ce qu'on voit, c'est que grâce à l'utilisation de matières recyclées, ici, on a une réduction de l'empreinte carbone totale de l'emballage. Un autre exemple d'organisation, ici cette fois avec une organisation, donc les Fraîches du Québec. C'est une initiative qui a été réalisée il y a quelques années déjà, et c'était pour l'emballage de fraises qu'on connaît tous. Il y avait différentes alternatives à l'emballage, donc avec l'anse. On avait une anse en plastique, une anse en bois, une anse en carton. Et l'idée, c'était de voir est-ce que l'emballage actuel qui est utilisé, c'est la meilleure option possible disponible sur le marché. Donc, il y avait une étude qui a été réalisée pour identifier différents types d'emballages comparables et de les comparer. Donc, ce qui est intéressant dans ce projet, c'est que j'ai oublié de mentionner que c'est un projet qui a été réalisé en collaboration avec l'ITEGA. Ce qui est intéressant dans ce projet, c'est qu'on a réfléchi à une diversité, une multitude de critères d'éco-conception qui touchaient et à la conservation, la protection du produit, son transport, la mise en marché, l'usage du produit, les coûts et l'empreinte environnementale. Puis à partir d'une liste assez exhaustive de critères, on en a retenu 11 pour réaliser l'évaluation. Et ces 11 critères étaient sous-catégorisés dans ces 5 plus grandes thématiques ou catégories. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a attribué un score à chacun des emballages avec une note de 1 à 5, en soulignant certains aspects à améliorer. Puis ce que ça nous a permis, c'est de venir classer les solutions pour les différents critères d'éco-conception qui ont été retenus. Donc, par exemple, pour la conservation et la protection du fruit, vous voyez que peut-être les emballages qui ont eu des notes de meilleures notes sont ceux, par exemple, qui étaient faits en plastique ou avec des bouchons parce que la qualité du fruit a été préservée. L'exercice a été réalisé pour l'ensemble des critères. Puis, ce que ça a permis de faire, c'est visuellement d'avoir une idée des options qui ressortaient comme étant les plus favorables pour les différents indicateurs, les différents critères d'éco-conception qui avaient été sélectionnés. Ici, c'était une pondération équivalente qui avait été donnée pour les familles de critères. Ça aurait pu être différent. La méthodologie a ses limites, bien évidemment, mais ça demeure un exercice pertinent pour voir, on est capable d'aller sélectionner plusieurs critères, incluant les coûts, pour faire des décisions plus éclairées qui peuvent générer des bénéfices environnementaux.
Ici, c'est pour savoir que de manière générale, il y a beaucoup de ressources pour vous appuyer dans votre démarche si vous souhaitez emboîter le pas. C'est des exemples de fiches de meilleures pratiques qui avaient été développées en collaboration avec Éco-entreprise Québec et l'ITEGA. Et donc, c'est des fiches de bonnes pratiques pour les emballages de différents types de produits. Ici, on a l'exemple des produits laitiers, des fruits et légumes. Ça avait été réalisé pour d'autres catégories de produits, comme vous pouvez voir ici, les viandes, les produits de boulangerie, des produits congelés et surgelés. Donc, si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir le site web. L'ensemble des fiches sont disponibles, puis ça constitue des ressources par lesquelles commencer si vous souhaitez vous lancer. Donc, je parle d'emballage depuis un petit bout. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'emballage n'est pas nécessairement le plus grand contributeur à l'impact environnemental sur le cycle de vie d'un produit. Donc, au-delà de revoir simplement son emballage, c'est possible, puis c'est recommandé de réfléchir à son produit en tant que tel d'abord. Ici, c'est l'exemple de Hub Growers of America qui ont réalisé une analyse du cycle de vie pour la filière de production de houblon utilisée dans la bière aux États-Unis. Puis l'idée, c'est d'évaluer l'empreinte carbone, donc les émissions de gaz à effet de serre par kilogramme de houblon, pour essayer de mieux comprendre l'impact environnemental lié à 1 kilo de houblon et identifier et mettre en place des pratiques pour réduire les émissions de gaz à effet de serre de l'industrie. Donc, comme on peut le voir dans le graphique ici, on a les différentes étapes du cycle de vie. On voit que l'emballage contribue de manière plus négligeable à l'empreinte carbone totale. Ici, c'était 2 variétés de houblon. Ce qu'on voit qui ressort comme étant des principaux contributeurs, c'est l'utilisation de fertilisants, de pesticides et aussi l'énergie utilisée, donc, qui est associée à la combustion de propane, le gaz naturel, puis l'utilisation d'électricité. Donc, on voit que regarder son produit, au-delà juste de l'emballage, permet d'amener certaines améliorations au niveau de l'impact environnemental. Ici, c'est un autre exemple pour aussi mettre en perspective l'impact de l'emballage par rapport aux autres étapes du cycle de vie. Donc, c'est un exemple de Barilla. Puis, ce qu'on voit ici, donc on a l'empreinte carbone, c'est pour une production en Europe de pâtes. Donc, on voit les étapes de cultivation du blé, de transformation, d'emballage, la distribution et la fin de vie. Donc, c'est pour vous montrer un autre exemple où on voit que l'étape de cuisson, dans ce cas-là, ici, elle est responsable d'une grande partie des impacts totaux sur le cycle de vie. Ici, il faut faire attention, c'est un contexte précis de l'étude, donc c'était en Europe, je ne sais plus exactement dans quel pays. Peut-être qu'au Québec, les résultats seraient différents étant donné qu'on a de l'hydroélectricité. Mais l'exemple est pour souligner qu'au-delà juste de l'emballage, il y a d'autres étapes du cycle de vie qui contribuent de manière significative, qui sont la culture et la transformation en pâte alimentaire. Je regarde le temps, 12 heures. OK. Un autre exemple ici, c'est celui des producteurs et productrices acéricoles du Québec. Donc, depuis 2012, l'association encourage des pratiques plus respectueuses de l'environnement auprès des producteurs et productrices du Québec et ils participent de manière active à la compréhension, à la sensibilisation aux enjeux de développement durable. Donc, depuis 2012, Groupe AGECO collabore avec les PEPAC et donc, c'est en 2012 qu'il y a un premier bilan un premier bilan environnemental, une analyse du cycle de vie qui a été réalisée pour mieux comprendre l'impact associé à la production acéricole au Québec. Et ce premier bilan a été mis à jour au fil du temps. Si vous allez voir le site web des PEPAC, c'est une belle histoire qui est racontée où l'association a commencé à se questionner sur l'empreinte environnementale liée à la production de sirop, mais à d'autres questions, notamment les enjeux de biodiversité, la question de séquestration de carbone et autres. Ici, c'est l'exemple des producteurs d'œufs d'Alberta qui ont réalisé une analyse du cycle de vie pour mieux comprendre l'impact lié à la production des œufs. Et donc ici, on voit, c'est un peu petit, mais on voit l'impact des différentes étapes du cycle de vie, incluant la production, par exemple, des grains pour l'alimentation, etc., puis les autres étapes de production.
Donc, puis aussi, ce qui est important à noter, c'est qu'en agroalimentaire, c'est d'autant plus important d'avoir une compréhension plus holistique et globale des impacts environnementaux du couple emballage-produit, étant donné l'importance du gaspillage alimentaire. Puis la question qu'on doit se poser, c'est est-ce qu'il faut emballer les aliments pour les empêcher de périmer ou pas? Et donc, ça revient à l'exemple que je donnais tantôt sur est-ce que dans certains cas, c'est mieux d'avoir un produit qui est emballé ou pas? Est-ce que ça dépend des catégories de produits alimentaires ou pas? Donc, il y a une étude qui a été menée par le Conseil national zéro déchet en collaboration avec Recyc Québec, Éco-entreprise Québec et PAC, Packaging Consortium, qui a voulu démystifier un peu ce sujet-là en comparant 12 aliments courants en termes de leur empreinte carbone. Puis ce qu'on voit, c'est que pour certains produits, l'empreinte carbone de l'emballage est vraiment négligeable comparée à celle du produit même et donc à celle qui serait générée si on avait un gaspillage alimentaire et donc si ces produits-là n'étaient pas emballés. Et on voit que c'est le cas, on voit par exemple pour le lait qu'il y a une augmentation prévue du gaspillage sans emballage. La part de l'emballage dans l'empreinte carbone du produit est quand même importante. Dans des produits plus secs plus secs, donc qui n'ont pas besoin d'une aussi bonne conservation que des produits plus frais, par exemple le sucre ou des pâtes, on peut voir que en fait, ici, du sucre, on voit que la part de l'emballage, l'emballage a une part plus petite dans l'empreinte carbone du produit par rapport au produit même. Donc, tout ça pour dire qu'il y a un juste compromis à trouver entre emballage et gaspillage alimentaire. Il n'y a pas d'emballage qui est parfait. Il y a des compromis qui vont devoir être faits. L'important à garder en tête, c'est comment est-ce que je peux réduire au mieux mon gaspillage alimentaire puis permettre une conservation et une protection optimale de mon produit. Un a priori qu'on pourrait avoir par rapport à l'éco-conception, c'est que ça peut amener des coûts additionnels, puis ce n'est pas nécessairement vrai. Il y a une possibilité de réduire les coûts sur le cycle de vie d'un produit et d'identifier tout de même des options à moindre impact et coût. Puis ici, c'est un exemple fictif où on aurait un emballage actuel aujourd'hui qui coûte $1. C'est juste visuel pour aider à présenter l'exemple. Avec une empreinte carbone donnée, on pourrait avoir différentes options. Certaines options peut-être avec un impact, une empreinte carbone plus élevée et des coûts aussi beaucoup plus élevés. On pourrait avoir des options à coûts similaires ou un tout petit peu plus chers. Donc, dans plusieurs cas, il est possible de réaliser, de prendre certaines décisions, puis d'aller vers des choix, que ce soit d'ingrédients, d'emballage ou autres, des choix qui soient plus éco-responsables, soit en identifiant des produits, donc des options à coûts similaires, ou parfois de prendre une décision de payer un tout petit peu plus, mais d'aller chercher un gain environnemental plus important. Puis quand on parle de coût de l'option sur le cycle de vie, on ne parle pas simplement du coût d'acquisition du produit, de la matière première, de l'emballage ou des ingrédients. On parle aussi des coûts en fin de vie, par exemple, des éco-frais. Vous avez sans doute entendu parler des éco-frais. Puis ici, c'est ce qu'on présente, c'est l'exemple de Éco-entreprise Québec auprès l'organisme, EEQ, vous n'êtes peut-être pas tous assujettis auprès de Éco-entreprise Québec. En gros, pour ceux qui sont moins familiers, Éco-entreprise Québec, c'est le nouveau gestionnaire de la collecte sélective modernisée au Québec, donc qui a été désigné par le gouvernement. Et c'est une organisation dont l'objectif, c'est de représenter les entreprises qui mettent en marché les contenants, les emballages ou les imprimés au Québec. Et donc, à travers le nouveau
la collecte sélective modernisée, les entreprises québécoises vont avoir deux rôles importants à jouer. Donc, ça va être de participer au financement du système de collecte sélective. Donc, à chaque année, certaines entreprises qui sont assujetties doivent déclarer les contenants qu'elles mettent en marché et verser une contribution à Éco-entreprise Québec qui est calculée selon les types de matières qui sont mises en marché. Et une deuxième responsabilité des entreprises, ça va être d'éco-concevoir ces emballages pour s'assurer que les emballages qui sont mis en marché soient en adéquation avec le système de collecte sélective au Québec. Donc, dans ce contexte, pour les entreprises qui sont assujetties à Éco-entreprise Québec, faire de l'éco-conception peut aider à réduire les éco-frais, donc les frais à payer pour la gestion en fin de vie de ces emballages. Et il y a différents incitatifs qui ont été mis en place par Éco-entreprise Québec dans les dernières années pour encourager les entreprises à emboîter le pas. Donc, il y a eu le guide le bonus incitatif à l'éco-conception, donc qui donnait certains bonus aux entreprises qui réalisaient des initiatives, par exemple réduire la masse de leur emballage ou autre. Il y a le malus qui a été mis en place pour décourager l'utilisation de certaines matières qui ne disposent pas, par exemple, en ce moment, de filières de recyclage ou qui peuvent perturber le système de collecte, le tri, le conditionnement de la matière. Et donc, c'est un malus qui vient imposer une pénalité aux entreprises qui utilisent ces matières, donc par exemple le PLA, le PVC ou autre. Donc, on a parlé de l'importance de comprendre l'impact environnemental de son produit, de son emballage. On a parlé aussi du fait que ça pouvait générer non seulement des bénéfices environnementaux, mais aussi des bénéfices économiques. Ce qu'il faut garder en tête dans tout ça, c'est la manière de communiquer. Même si on est au début d'une démarche, on est dans une démarche beaucoup plus avancée, l'important, c'est de demeurer transparent et responsable dans ses communications. Et c'est un petit clin d'œil ici pour ceux qui ont peut-être entendu parler de l'éco-blanchiment. Donc, qu'est-ce que ça veut dire l'éco-blanchiment? Ça veut dire communiquer, faire une communication environnementale qui peut être trompeuse pour la personne qui reçoit cette information. On parle des 7 péchés de la mascarade écologique. Donc, on parle par exemple du péché du compromis caché, le péché d'absence de preuve ou autre. Donc ici, ce qu'on vous présente, c'est le péché de l'imprécision. C'est par exemple utiliser des termes comme éco ou affirmer un bénéfice un bénéfice, donc ici une réduction sans référence. Donc, c'est un exemple ici simplement pour montrer the Eco-Shape bottle with 15% less plastic. C'est 15% moins de plastique par rapport à quoi? Donc, c'est simplement un exemple pour vous dire dans tout ça que l'analyse du cycle de vie peut venir amener certaines réponses. Puis c'est une approche qui est rigoureuse, qui permet de générer des résultats qui sont fiables, robustes et basés sur la science. Donc, je vous encourage à vous informer, puis à entamer une démarche, que ce soit d'éco-conception ou de compréhension plus globale de votre impact environnemental à travers la réalisation d'une analyse du cycle de vie. Donc, quoi retenir de tout ça? Comme je le mentionnais, il faut y aller une étape à la fois. On peut commencer avec un simple projet d'éco-conception d'un emballage, puis d'aboutir à une stratégie plus globale, plus large de compréhension de l'impact environnemental de nos activités de manière plus globale. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'éco-conception, c'est une démarche qui est accessible. Elle permet de réduire les impacts environnementaux et sociaux. Dans certains cas, par exemple, dans l'emballage, l'utilisation de substances controversées qu'il faut de plus en plus documenter puis tracer, puis qui peuvent avoir des impacts néfastes sur la santé humaine. Une démarche d'éco-conception, ça permet d'engager les parties prenantes, que ce soit à l'interne, à l'externe également, de démontrer un engagement, de se différencier, mais aussi de rester compétitif dans un environnement d'affaires qui évolue. Ça permet de se conformer, mais d'aller aussi au-delà de cette conformité réglementaire. Puis, c'est une démarche qui permet d'optimiser également les coûts. Puis aussi, de manière plus globale, par rapport à l'analyse du cycle de vie,
c'est que ça permet de démystifier les fausses bonnes idées, comme je le disais en début de présentation, donc de nous donner une vision plus globale des produits et des emballages sur leur cycle de vie. Ça permet de poser les bonnes questions. On sait que certains compromis vont parfois être nécessaires. Donc, comme je le mentionnais avec la dernière diapositive sur l'éco-blanchiment, une communication transparente des efforts déployés sera clé dans tout ça. Et finalement, c'est que c'est une démarche structurée, sérieuse et accessible qui peut amener plus de crédibilité à vos communications. Puis, si vous vous demandez par où commencer demain, dans les 4 étapes ici qu'on voit, ça va être de connaître son bilan, comprendre votre environnement d'affaires, vos parties prenantes, leurs attentes, évaluer vos processus de collecte de données pour voir qu'est-ce qui est possible comme analyse à réaliser, identifier vos hotspots ou vos points chauds, donc c'est-à-dire les étapes du cycle de vie qui contribuent le plus à l'impact de votre produit ou de votre emballage. Et donc, ça sera de réaliser cet exercice à travers une analyse physique de vie ou une empreinte carbone. Je pense que ça fait le tour. Donc, merci beaucoup. J'espère que ça a été inspirant, pertinent, puis je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Elisa. Il y a une question dans le clavardage. Donc, quelqu'un voudrait savoir quelle est la méthodologie qui vous permet de donner un équivalent en CO2 à chaque matériau ou procédé. Oui, je vais juste y revenir. Ah, oui. Donc, en fait, c'est l'analyse du cycle de vie en tant que tel. Puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser des bases de données. Parfois, on utilise des bases de données génériques, donc qui vont fournir des facteurs d'émission, c'est-à-dire des kilogrammes de CO2 équivalents par kilogramme de plastique par kilogramme de plastique extrudé, etc. Parfois, on va aller, dans la majorité des cas, quand on travaille avec les entreprises, on va aller réaliser des collectes de données dans les usines pour comprendre, pour produire 1 kilogramme de produit, quelle est l'utilisation de l'énergie nécessaire, etc. Donc, cette collecte de données nous permettra de développer des facteurs d'émission spécifiques aux entreprises. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? N'hésitez pas à utiliser le clavardage pour ça. Sinon, ben, pendant que s'il y a des gens qui veulent se commettre, je vous invite tout le monde à vous rendre sur le site web. Excusez mon chien, attends un petit peu. En fait, je vous invite à vous rendre sur le site web du Créneau, sur la page Informagro. Il y a tous les anciens webinaires ainsi que les nouveaux. Donc, pour moi, ça compléterait. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Merci. Au revoir.